dernier quart d'heure de Smart Bourse. Chaque soir, c'est le quart d'heure thématique. Le thème ce soir, c'est celui du New Space. Et nous en parlons avec le président de Carista qui est à mes côtés en plateau, Olivier Dubuisson. Bonsoir. Bonsoir. Merci beaucoup d'être avec nous. Carista, qui est une société de venture capital, comme on dit, de capital risque, qui a été fondée en 2001. Vous êtes spécialisé dans différentes thématiques, la santé, le numérique, la tech et le New Space, qui est un thème avec lequel vous êtes familier depuis plusieurs années. C'est vrai que c'est un thème qui commence à rentrer, j'allais dire, dans la discussion commune depuis quelques temps maintenant, mais pour vous, c'est une réalité en termes d'investissement depuis 2017, Olivier Dubuisson, c'est ça, avec un premier fonds qui s'est attaché à cette thématique du New Space il y a presque 10 ans maintenant. Qu'est-ce qui définit, qu'est-ce qui caractérise l'idée ou le thème du New Space quand on est investisseur ? Alors, le New Space, c'est déjà un point de départ, effectivement, il y a une vingtaine d'années, lorsque Elon Musk a souhaité démocratiser l'accès à l'espace. C'était un petit peu l'idée du départ. Son objectif, c'était de rendre l'accès à l'espace moins cher, et avec un objectif de diviser par 10 le coût d'accès à l'espace, un objectif affiché de rendre 1 kilo sur orbite pour 10 000 euros. On n'y est pas tout à fait. Et donc, du coup, ça a généré énormément d'investissements, énormément d'engouement sur le sujet. Depuis maintenant plusieurs années, énormément de satellites mis sur orbite, puisque l'objectif, même s'il n'est pas exactement atteint, il n'en est plus très loin. Et donc, il y a énormément de satellites qui sont aujourd'hui en orbite autour de la Terre. Et donc, il y a énormément de start-up qui se sont positionnés sur le sujet, soit sur des sujets, ce qu'on appelle upstream, c'est-à-dire fabrication et industrialisation de satellites et de lanceurs, soit sur la partie downstream, c'est-à-dire digital, exploitation des données issues de ces satellites. Les données étant de 3 types, observation de la Terre, géopositionnement et télécom. Ouais. Bon, pour le dire d'un mot, oui, l'espace est autour de nous au quotidien, nous qui sommes les pieds sur terre. Voilà, c'est des sociétés donc, qui ont toutes des business models véritablement sur Terre. On peut faire beaucoup de choses avec le New Space, on peut faire de l'assurance, on peut faire de la santé, on peut faire de la sécurité, on peut faire plein de choses. Voilà. Il y a une frontière qui est en train de tomber dans ce thème du New Space, c'est la frontière entre civil et militaire et défense, ou sécurité. Je ne sais pas comment est-ce que vous définissez d'ailleurs ce mouvement de convergence qu'il y a entre des applications civiles, industrielles, historiques, commerciales, classiques, et le thème de la défense qui est en train de monter en puissance. D'accord. Il y a en fait eu toujours un lien de toute façon entre le spatial et le militaire. Déjà parce qu'envoyer une fusée et envoyer un missile, c'est très proche. La politique spatiale française, par exemple, a été toujours pilotée par la défense. Le CNES, par exemple, dépend du ministère de la Défense. Donc déjà, il y a un lien déjà ténu. Ça, c'est une évidence. Surtout, ce qu'on voit plus récemment, c'est qu'en fait, tout ce qui se passe autour de l'Ukraine, etc., on voit des nouveaux territoires de conflictualité arriver, et l'espace devient un nouveau aussi territoire de conflictualité. Et donc, et c'est pour ça d'ailleurs que l'armée de l'air maintenant s'appelle l'armée de l'air et de l'espace. Et donc on l'a vu au moment de l'invasion en Ukraine. La première chose qu'ont fait les Russes, c'est de déstabiliser un certain nombre de faire du hacking de satellites, des satellites qui étaient peu ou pas protégés. Et donc on voit très bien que les conflits se déplacent vers le sujet de l'espace. Ouais. Ça c'est le premier point. Le deuxième point, c'est que avec des données satellitaires, on peut faire tout un tas de choses pour la défense. On peut surveiller une frontière, on peut surveiller un champ de mines, on peut surveiller les déplacements d'une armée, etc. Donc l'espace est très proche en fait de ces sujets de défense. Et donc c'est pour ça que le fonds qu'on est en train de préparer, qui va être le fonds successeur de notre fonds actuel qui a pratiquement terminé sa période d'investissement, va non seulement continuer à investir sur des thématiques spatiales, mais également sur des thématiques sécurité et défense. Ah, c'est ça. C'est un élargissement pour vous du terrain de jeu et de l'univers. C'est pas l'idée de compartimenter des applications civiles, des applications militaires. Pour vous, c'est au contraire, c'est un marché, un univers d'investissement qui grossit. Là. C'est une prolongation, sachant que nous, lorsqu'on a commencé à investir dans le New Space, on s'est très rapidement aperçu que des sociétés qui a priori avaient des business models civils se retrouvaient par la force des choses avec des business models également militaires.
Je peux citer par exemple Constellar, qui est une société allemande qui a pour objectif de mesurer le taux d'eau sur les champs pour l'agriculture, se retrouve actuellement en train de développer des choses pour surveiller des champs de mines. Et donc on voit que c'est des sociétés qui ont un modèle dual, à la fois civil et militaire. C'est la même techno ? C'est la même techno, c'est du multispectral, c'est exactement la même chose. Évidemment, les algorithmes de traitement vont être différents pour pouvoir effectivement informer les gens de ce qu'il y a. Mais globalement, il n'y a pas grand-chose à changer pour passer d'un modèle civil à un modèle militaire. C'est pas un pivot profond ou structurel pour une entreprise comme Constellar qui a développé cette technologie. Non, c'est une prolongation, c'est juste une nouvelle business unit, on va dire. Et donc pour nous, c'est hyper important parce que on avait imaginé une société qui pouvait valoir à terme 500 millions d'euros, et aujourd'hui, avec ce nouveau business, ça peut valoir le double. Donc c'est plutôt une bonne nouvelle pour nos investisseurs, et c'est pour ça qu'on veut prolonger l'investissement en élargissant très clairement nos investissements sur le thème de la sécurité et de la défense au-delà du spatial. Et ce fonds, il sera vraiment dédié, ce que vous dites, à ces entreprises duales qui vont servir à la fois des marchés militaires de défense et des marchés civils, commercialement traditionnels. Oui, tout à fait. Nous, ce qu'on souhaite, c'est d'abord investir sur ces nouveaux territoires de conflictualité. On a parlé du spatial, mais également de la cyber, avec les attaques de cyber, sur les sujets notamment aussi de deepfake sur les réseaux sociaux. Donc là, il y a énormément de choses à faire sur les sujets de sécurité d'une manière générale. Et puis voilà, utiliser les technologies digitales qui sont extrêmement présentes sur ces domaines. La France est très présente au travers de tout un tas de sociétés de grande taille, les Thales, les Safran, dans le domaine militaire. Mais voilà, il y a ces nouveaux territoires de conflictualité digitale sont une vraie opportunité pour des startups pour se développer. Voilà. Et on veut investir plutôt en Europe, évidemment. Ouais. Donc, espace, défense et sécurité, c'est ça ? Donc ça, c'est les trois piliers de ce fonds que vous lancez. Quel lien est-ce que vous faites avec l'enjeu de souveraineté ? Alors, je manie ce terme avec prudence, parce que c'est vrai qu'il chapeaute beaucoup de choses aujourd'hui, notamment quand on est dans la sphère politique française et européenne. Qu'est-ce que vous en faites, vous, en tant qu'investisseur, de cette quête de souveraineté qui anime beaucoup de secteurs aujourd'hui ? C'est très clair que l'enjeu de souveraineté, c'est une préoccupation des hommes politiques. Nous, on n'est pas un fonds souverain. BPI est un fonds souverain. Notre objectif, c'est de investir sur cette opportunité de la défense européenne. Effectivement, on sera précautionneux sur le fait de revendre des sociétés plutôt à des acteurs européens. Maintenant, si les acteurs européens ne veulent pas se positionner sur les sociétés dans lesquelles on investit, on ne veut pas s'interdire d'investir, de céder les sociétés à l'extérieur. Maintenant, il y a des règles. On ne peut pas délocaliser une société qui dispose d'un actif stratégique pour la défense européenne comme ça. Il faut demander des autorisations. Donc, notre objectif, nous, c'est d'avoir une sorte de rescrit, de demander un accord préalable à notre investissement pour éventuellement céder une boîte en dehors de l'Europe. Mais c'est clair que nous allons favoriser des cessions européennes avant toute chose. Voilà. Mais oui, c'est ça. Dans la stratégie d'exit, il faut rester ouvert et agnostique au moins. Nous, on va favoriser des cessions européennes, françaises, européennes. Mais s'il n'y a pas l'acheteur en face, s'il n'y a pas de volonté en face de chercher ou de trouver un acheteur. Sauf si Bercy nous interdit de céder les technologies en dehors de France, nous autorisons à vendre des boîtes en dehors de l'Europe. Voilà. C'est quoi une boîte qui vous intéresse ? Là, vous avez cité Constellar en Allemagne. En France, il y a des exemples également. Il y a une société qui a levé beaucoup d'argent, mais à mon avis, c'est trop tard pour nous. Mais donc, je ne vais pas vous donner les sociétés qui nous intéressent. Voilà, comme Command.ai, c'est une société qui est dans le sujet de la défense, qui est très utilisée notamment sur le terrain de l'Ukraine. Donc voilà, mais nous, on a
vraiment déjà un bon deal flow. On a déjà analysé pas mal de sociétés. On a clairement de belles opportunités. Et voilà, je ne peux pas vous en parler parce que c'est confidentiel, mais voilà, on est prêt. Et donc nous, notre actualité, c'est la levée de ce fonds qui s'appelle Carista Tech 2. Ouais. Et on espère pouvoir faire un premier closing d'ici la fin de l'année. Donc voilà, on est à la recherche d'investisseurs. On vise un premier closing autour de 50-60 et à terme un fonds de l'ordre de 100 millions d'euros. D'accord. Et par rapport au lancement du premier fonds, le premier fonds, je n'ai pas dit de bêtises, c'était 2017, c'est ça Alors, le premier fonds, on a commencé à travailler sur le sujet en 2017. D'accord. On a fait un premier closing en 2021. D'accord. On vient de faire un nouvel investissement, il n'est pas encore public, mais on est en train de finaliser le portefeuille. Et en 4-5 ans, l'intensité concurrentielle dans votre métier d'investisseur dédié au New Space, il a évolué? Non, pas tellement. Ça reste très spécifique. Les gens, on est très peu nombreux sur le secteur. Il y a un acteur anglais un petit peu historique qui s'appelle Seraphim qui a investi sur ces sujets, mais beaucoup aux États-Unis. Donc nous, on estime qu'on est relativement seul. Il y a évidemment 2-3 autres acteurs qui font de la deep tech et qui de temps en temps font du New Space. Vraiment des fonds New Space comme nous, il n'y en a pas tellement, non. Comment on accède à l'expertise justement pour justement se positionner comme spécialiste, entre autres, de Alors cette dimension? nous, on a un accord avec le CNES, donc le Centre national d'études spatiales, qui a mis un gros ticket dans ce fonds. Donc cet accord, c'est pas seulement un accord financier, c'est un partenariat stratégique sur lequel nous travaillons. Donc, ils nous aident à trouver des technos, ils nous aident à trouver des startups, donc ils apportent du deal flow, mais ils aident aussi les startups de notre portefeuille à se développer chez les grands comptes, puisque chez eux, le CNES est un apporteur d'affaires, est un entre guillemets client de tous ces Safran, Thales, Airbus, etc. Et donc, ça nous aide beaucoup. Et voilà, on a de temps en temps des échanges autour des sociétés et de l'expertise qui nous arrive en provenance du CNES. Voilà. Merci beaucoup Olivier. Merci d'être venu évoquer avec nous cette thématique du New Space à l'occasion de ce nouveau fonds que vous lancez chez Carista. Olivier Dubuisson, le président de Carista, a été l'invité de ce quart d'heure thématique de Smart Bourse ce soir sur Be Smart for Change.